Allez, c'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Louis Kamako et Kosigan Akwete. Je l'ai annoncé avant la pause, le Niger qui tente de diversifier ses partenariats militaires avec la Russie, où le Premier ministre Lamine Zeine s'est rendu. Eh bien, il a été annoncé donc que les deux pays allaient intensifier leur coopération militaire. Vous comprenez Kosigan Akwete aujourd'hui, de la part du Niger, de Niamey, cette volonté de diversification de partenariats et surtout de se tourner vers la Russie? Oui, le Niger est dans la dynamique d'avoir un parterre de partenaires, de partenaires dans pratiquement de partenariats diversifiés avec beaucoup de pays. Dont il a besoin peut-être de leur technologie ou de leur savoir-faire sur plusieurs plans, sur le plan économique, sur le plan militaire surtout, parce que voilà, confronté à la lutte contre le terrorisme. Alors, dans ce sens-là, et surtout, voudrait alors un autre partenaire plus habilité à lui fournir le renseignement, les matériels militaires et tout ce qu'il faut pour peut-être consolider d'abord les acquis de son armée et peut-être trouver aussi d'autres experts qui puissent venir reformer ou donner plus de force à son armée. Alors, dans ce sens-là, il y avait son ministre de la Défense qui a déjà pris langue avec le ministre de la Défense russe. Ouais. Voilà, et puis au cours de ce voyage, ils se sont encore rencontrés à Moscou, où le ministre même a dit, voilà, que maintenant les choses sont planifiées, que très bientôt, il y aura une équipe d'experts qui viendra à Moscou, voilà, porter assistance à son armée. Il y aura aussi des équipements qui seront mis à leur disposition. Le Premier ministre, après Moscou, se rendra aussi dans le pays de Erdogan, et après en Turquie. Et dans un autre pays aussi, toutes choses, nous savons aujourd'hui que le Niger a des difficultés financières où il peut peut-être chercher tout ce qui peut lui faciliter la finance aujourd'hui chez d'autres partenaires. Sans la France, nous avons à côté les États-Unis aussi qui sont intéressés par le partenariat avec le Niger, mais tout en redoutant la Russie, puisque l'ambassadrice qui est là-bas, qui est au Niger, l'ambassadrice des États-Unis au Niger, l'a dit dans une de ses interventions que les États-Unis sont prêts à travailler avec le Niger dans pratiquement tous les domaines, les assistances financières, les assistances techniques et tout, même à une condition que voilà, le Niger ne puisse pas travailler avec la Russie. Voilà, mais je pense que le Niger étant souverain, il revient à lui de décider avec qui travailler. Oui. Alors aujourd'hui, Lamine Zeine, lui-même banquier de profession, alors trouvera les mots justes avec les partenaires financiers de la Russie, de la Turquie et de d'autres pays pour pouvoir trouver alors les ressources nécessaires pour venir alors donner un coup de pouce à l'économie nigérienne en attendant que voilà les sanctions de la CEDEAO puissent être levées pour que le Niger souffle un tout petit peu. Maintenant, le Niger souverain a tout le choix de chercher de partenariats n'importe où, dans tous les continents. Il n'est plus sous l'autorité du colon et donc il a tout le droit possible pour chercher alors de par le monde où il trouve ses intérêts, ne serait-ce que pour le bon développement et la bonne marche du pays. Alors, Louis Kamako, est-ce que la Russie est aujourd'hui le meilleur partenaire d'un pays lorsque on est en froid avec Paris? Non, mais je pense que le malheur des uns fait le bonheur des autres. On est dans cette situation. Vous voyez qu'avec la paix du précaré africain, du précaré français en Afrique, beaucoup d'États ont jugé ou bien de migrer vers la Russie. Surtout que, je le disais tout à l'heure, la Russie a déjà fait ses preuves ou bien continue pas faire ses preuves en Russie.
Et au Mali, la Russie continue pas à faire ses preuves au Mali avec justement cette bataille-là qui a permis de reconquérir Kidal aujourd'hui, je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, quand vous voyez le Niger, le Burkina Faso, le Mali, en fait, forment ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. Donc, automatiquement, l'ami du Niger reste l'ami du Mali, l'ami du Burkina Faso reste l'ami, en fait, du Mali. Et aujourd'hui, leur maître à penser, s'il faut le dire ainsi, c'est la Russie aujourd'hui. Donc, la Russie, pourquoi la Russie? Peut-être parce que la Russie même a été, en guillemets, a suivi presque la même situation que les pays africains. Et donc la Russie a été colonisée, la Russie après a été à l'école de la colonisation. Elle sait ce qui est bon, ce qui est bon pour un État et ce qui n'est pas bon pour l'État. Donc à un moment donné, la Russie a gravi les échelons et aujourd'hui, il voulait justement partager son expérience avec les pays qui en ont besoin et avec les pays qui lui tendent la main. Donc, ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Et avec la France, peut-être, par exemple, on tend vers la rupture des accords coloniaux, des accords en réalité qui n'ont jamais été équitables, qui n'ont jamais été légaux. Parce que quand vous voyez dans ces accords-là, le colon a le droit de vie et de mort sur le colonisé. Donc on est arrivé dans un monde où en fait les États africains veulent avoir les mêmes droits que les pays occidentaux, que les présidents africains parlent en fait aux présidents européens d'égal à égal. C'est-à-dire que pour qu'on mette fin à ce rapport ou qui mettent les États occidentaux dans une posture d'État paternaliste aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup se tournent vers la Russie. Et aussi nous avons une génération concernant une génération d'éveil qui aujourd'hui a la maîtrise ou bien la notion de la gouvernance de la chose politique. Et donc aujourd'hui tout s'est fait pour que chacun tire profit en fait du partenariat qui va être signé. Maintenant il n'y a pas que la Russie. Et juste parce que les gens ont décidé de mettre le focus sur la Russie, parce qu'après le Premier ministre ira également en Iran, et à la Turquie, et donc c'est des pays qui sont aujourd'hui, qui se positionnent comme partenaires crédibles en Afrique du Sud, en Afrique en fait. Donc pour tout pays qui veut justement se débarquer du joug ou bien qui veut se libérer du joug colonial, je pense que c'est la destination sûr pour lui. Maintenant, on dit que c'est pour la coopération militaire. Bien sûr que le Niger a besoin aujourd'hui de renforcer son armement. Le Niger a besoin de former ses militaires, juste parce que le pays est confronté, comme je le disais, au terrorisme. Et le président qui a été déposé disait que les terroristes sont plus équipés que son armée. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a un manque de formation, il y a un déficit en fait en termes de formation. Donc il va falloir justement aller trouver les moyens nécessaires ailleurs pour combler ce vide-là. Et donc je pense que le gouvernement de Tiani est dans cette logique. Maintenant, c'est ce qui est dit, mais derrière, quand vous voyez, il n'y a pas que la sécurité qui importe, il n'y a pas que le renforcement militaire qui importe en fait les nouvelles autorités nigériennes, parce que après le coup d'État, je pense que la santé et économiquement, le Niger ne se porte pas bien. La vie est devenue très dure depuis le 26 juillet où le professeur Condé a été, ou bien comment ça s'appelle, Mohamed Bazoum a été déposé. Donc depuis là, le pays fait face à la suspension des financements internationaux. Quand vous prenez par exemple une institution comme l'Union européenne qui avait alloué pour la période de 2021 à 2024 une baguette somme de 503 millions de dollars pour la bonne gouvernance, pour la démocratie et pour l'éducation. Tous ces financements-là ont été suspendus juste après le coup d'État. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que globalement, le budget alloué pour les projets de développement ont été gelés également.
seuls 82 millions d'euros ont été versés, alors qu'on s'attendait à ce que plus de 526 millions de dollars là, soient alloués à l'État. Et donc face à cela aussi, le Niger est menacé aujourd'hui de suspension de certains projets. Vous allez constater que le Nigeria à un moment donné a menacé de ne plus fournir l'électricité en fait au Niger, alors que le Niger consomme plus de 70% en fait de cette électricité là. Et à côté il y a beaucoup de projets qui sont menacés de suspension. Donc aujourd'hui le gouvernement a compris qu'il va falloir quitter ou bien sortir de sa zone en fait de confort pour aller chercher d'autres partenaires, des partenaires crédibles, des partenaires qui vont poser des thèmes de convention qui va avantager tout le monde. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette posture-là de dominer et dominant. Donc je pense que c'est... Quand on regarde bien l'agenda du Premier ministre Lamine Zeine, il est allé, je le dis, il est allé à Moscou, il est allé à Téhéran, il est allé à Ankara, et il est allé en Serbie. On a là des pays qui ne sont pas très bien vus des Occidentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Niamey essaye de communiquer par le choix même de ces pays visités? Bon, c'est des pays qui ne sont pas sous contrôle de l'Occident et qui, malgré les sanctions qui leur est imposées, comme ce que vit le Niger de par toutes ces sanctions qui lui sont alors adressées par la CEDEAO et l'Occident, voilà, ces pays vivent la même chose que le Niger sous le plan sanctions, mais qui arrivent alors à résister. Ils ont beaucoup de résilience face à toutes ces sanctions, donc ils peuvent aussi aller apprendre comment vivre eux-mêmes, hein, et s'auto-suffire. Bon, quand nous prenons Téhéran sous sanctions il y a des années, mais l'Iran vit. Quand nous prenons Serbie, Herzégovine et tout, c'est des pays qui sont sous sanctions occidentales, mais qui vivent et qui alors ont une technologie qui n'a rien à envier. Mais vous savez très bien que quand on parle du Niger, on est dans un pays dont par exemple plus de 30% de son budget dépend de, entre guillemets, l'aide extérieure. Est-ce que Niamey va pouvoir tenir dans cette posture? Oui, voilà, le moment est venu pour que Niamey se prenne lui-même, parce que tout le monde dit souvent que l'aide extérieure ou l'aide au développement n'est plus conseillée pour nos pays africains, d'autant plus que c'est des pays souverains. Si, alors, pendant longtemps, alors on a gardé nos pays sous l'aide au développement, entre guillemets, mais qui n'est pas au fait de l'aide, hein, c'est comme des prêts, où l'initiative de Paris vient parfois effacer une partie et tout. Donc le Niger a des ressources minières comme le pétrole, comme l'uranium, alors vendues à prix réel peut remplacer valablement ces aides-là. Il suffit qu'on applique au Niger une bonne gouvernance et que voilà, l'État nigérien puisse alors faire des choix qui puissent alors avantager dans les signatures de partenariat de contrats avec les multinationales, des contrats qui alors tiennent compte des besoins des populations et surtout le transfert des technologies. Il ne faut pas seulement vendre les produits à l'état brut, il faut chercher à les transformer au Niger, alors qui sera source de création d'emplois. Je pense que petit à petit, quand il y aura transfert de technologies, quand il y aura beaucoup de choses qui vont être revues et que la bonne gouvernance serait le slogan, et serait de mise, je pense que le Niger, c'est vrai que tout de suite ce serait difficile, hein, mais après quelques années, si le Niger continue sur ce pas, il deviendra totalement libre et puis il n'aura plus besoin pratiquement de ces aides au développement et tout, parce que on ne peut pas comprendre que l'uranium acheté très moins cher au Niger puisse servir de beaucoup de choses pour les pays occidentaux, d'où ils tirent même beaucoup d'énergie pour électrifier leurs grandes villes et leur industrie. Or, au Niger, je ne pense pas qu'il y a grande industrie, je ne pense même pas que le Niger puisse a peut-être des sociétés énergétiques qui alimentent tout le pays. Il dépend, comme l'a dit Louis tout à l'heure, pratiquement de 70%, hein, d'énergie électrique du Nigeria. Toutes choses qui ne concourent pas au développement du Niger. Alors, le moment est venu que le Niger puisse prendre alors les bonnes marques, qui puissent l'amener vers l'indépendance totale et développer alors ses propres ressources, choisir les bons partenaires qui puissent alors l'aider à
à s'autosuffire dans tous les domaines. Alors, le ministre de la Défense nigérien, le général Modi, a eu un entretien avec le vice-ministre de la Défense, le ministre de la Défense russe. Et il y a eu, après cet entretien, il a accordé, il a été sur le média Sputnik, et dans l'interview qu'il a accordée aux médias, il y a eu cette phrase qui n'est pas passée inaperçue. Il dit, je cite, alors je reprends toute la fois, les dirigeants, ils ont discuté avec les autorités russes et leurs autres partenaires pour définir les grandes lignes de leur participation ou bien de leur présence sur le territoire nigérien. Alors, présence encore d'une force étrangère, est-ce qu'on quitte un maître pour un autre maître finalement? Oui, on peut le dire tout doux, mais encore faut-il que ça donne de résultats, parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Et c'est ce que fait comprendre l'ambassadrice Molifi, qui dit que nous ne sommes pas contre le fait que le Niger diversifie ses partenariats, mais s'il faut se tourner vers la Russie, attention, il dit, il n'y a qu'à regarder à l'ouest, vers le Mali. Wagner est là, la situation sécuritaire ne s'améliore pas, donc ce n'est pas le bel exemple à suivre, c'est ce qu'elle dit. Mais moi, je disais tout à l'heure que mais heureusement qu'ailleurs, Wagner a déjà fait ses preuves. Je parlais tout à l'heure du Mali et je ne le dirai jamais assez. C'est du Mali dont elle parle aussi, qu'il n'y a pas de preuves là-bas, que les gens continuent pas à mourir. Aujourd'hui, Wagner est vu d'un mauvais par certains détracteurs, pour des raisons que moi je ne saurais vous dire ici. C'est-à-dire que tout cela, ça dépend du quel côté de la balance on se met. Pour certains, Wagner, c'est un partenaire sûr, c'est un partenaire de la situation. Pour d'autres, Wagner, c'est un mercenaire. Wagner, ce sont des tortionnaires, tout ça. Donc, c'est des choses, en fait, le débat là, on va finir jamais de le faire. Donc, moi, mais ce que je propose, on a déjà fait l'expérience avec les troupes françaises et tout ça, ça n'a pas donné. Donc, il va falloir se tourner vers d'autres puissances aussi. Quoi qu'on dise, le Niger a besoin des puissances étrangères pour venir à bout du terrorisme. Et je pense que les nouvelles autorités l'ont compris comme cela. Donc, attendons la fin pour pouvoir les juger. C'est-à-dire qu'on va pas aller tout vite en besogne aujourd'hui. On attend, ils n'ont qu'à dérouler leur programme. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils parlent déjà de convention. C'est-à-dire qu'ils parlent ça veut dire que tout sera fait pour que personne ne se sente lésé à la fin. Donc c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire quand vous voyez la manière dont les partenariats ont été noués de par le passé, c'est inadmissible. Ça n'avantage qu'un seul camp. Aujourd'hui, on veut rompre avec tout cela. Et donc quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on part sur le même pied d'égalité. Tout le monde aura son droit de parole, tout le monde aura son temps de parole, et dès que les choses ne vont pas aller comme cela se doit, on va les dénoncer. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle de diversifier les partenariats. Et aussi ce qu'il faut noter aussi, de par le passé, il n'y a qu'une seule puissance en fait qui dame les pions au Niger. Je veux parler justement de la France, qui est là-bas, qui s'érige en fait en territoire conquis, il fait ce qu'il veut, et justement parce qu'à un moment donné, un président a décidé de vendre le pays à vil prix à la France. Donc aujourd'hui, on l'a dit, ce n'est pas que le Niger ne peut pas se développer, mais c'est la mauvaise gouvernance qui fait que le pays reste l'un des pays les plus riches, qui a tellement de ressources naturelles tellement riches, mais dont les populations tirent le diable par la queue. Maintenant, aujourd'hui, on parlait de Téhéran, on parlait de Turquie et tout. Ce sont des pays qui vivent presque la même situation que le Niger, mais ils ne se plaignent pas comme cela se doit. Donc pour les autorités nigériennes, c'est aussi aller vers ces pays-là pour un partage d'expérience, pour acquérir des expériences aujourd'hui. Donc ce sont des enfants de la même souffrance et ils savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est eux qui mènent le jeu, c'est le Niger qui mène le jeu. Personne ne viendra lui imposer quoi que ce soit. Ces États-là ne sont pas en position, c'est le Niger qui tend la main, mais au même moment,
c'est lui qui contrôle le jeu, c'est lui qui dira à cette puissance-là, voilà ce que je veux qu'on fasse ensemble, et voilà ce que je ne veux pas. Voilà. D'accord. On passe à un autre sujet, le Bénin. On parle de la santé maintenant. Le pays a réceptionné lundi 15 janvier dernier ses premières doses, ses premiers vaccins contre le paludisme. Les 215 900 doses ont été réceptionnées à l'aéroport international de Cotonou par la ministre de la Santé et les représentants de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Alliance globale pour les vaccins. Le Bénin est une zone apaludée permanente. Les chiffres de mortalité y sont élevés. Selon donc ces chiffres, le paludisme constitue la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Il représente 40% des consultations externes et 25% des admissions dans les hôpitaux du Bénin. L'arrivée du vaccin donc répond bien à un objectif pour le ministre de la Santé. Il s'agit donc de permettre de contrôler la maladie, mais surtout de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Est-ce que c'est une nouvelle à saluer, l'arrivée de doses de vaccins? C'est le choix du gouvernement de Patrice Talon de trouver les vaccins pour protéger les petits-enfants. Les petits-enfants contre le paludisme. On sait que le paludisme est une maladie qui tue beaucoup. J'ai une maladie 500 000 morts sur le continent chaque année. Ah oui, c'est une maladie dangereuse. Quiconque a souffert une fois du paludisme peut témoigner de combien cette maladie est dévastatrice. Maintenant, si nous prenons le Bénin dans son ensemble, le Bénin est baigné par beaucoup de fleuves, de rivières, de lagunes, et puis je ne sais pas, le Bénin profond même, quand vous allez au village, dans les villages du Bénin, je ne sais pas, c'est des gens qui aiment tellement l'environnement que vous allez voir que toutes les cases sont entourées d'herbes, contrairement aux Togolais qui débroussaillent pratiquement tout autour de leur case et tout. Vous allez voir que parfois dans certains villages béninois, il y a pratiquement une petite brousse à l'entrée de la maison, et que ce n'est que là où les gens utilisent cette surface-là qui est mise au propre pour balayer. Maintenant, ça doit être source de moustiques. On sait que l'un des vecteurs les plus puissants du paludisme, l'anophèle femelle. L'anophèle femelle, c'est le moustique là qui alors transporte la maladie. Alors ça peut être de ces raisons. Et puis en période de pluie, il faut aller voir, même certaines parties du Cotonou sont noyées dans l'eau. Voilà, un peu partout au Bénin, ils souffrent de l'inondation perpétuellement. Alors peut-être c'est le résumé de tout ça qui pousse aujourd'hui le gouvernement de Patrice Talon à faire le choix de ce vaccin qui est en phase d'expérience, en phase expérimentale. Et donc le Bénin est élu parmi les pays qui ont peut-être la chance d'expérimenter ce vaccin. C'est un choix sanitaire. Bon, on va voir ce que ça va amener. Ça va donner, d'accord. On va revenir dans le fond tout à l'heure, Louis Kamako. Selon ce que disent les autorités béninoises, il y a un schéma vaccinal qui est prévu. Donc, 4 doses pour les enfants de 6, 7 et 9 mois et de moins de 2 ans dès le premier trimestre de cette année 2024. Il rappelle quand même que ce vaccin s'appelle RTS. Ce n'est pas un produit miracle. Il doit quand même continuer d'être utilisé en combinaison des autres mesures de prévention, notamment les moustiquaires et le fait d'éviter de se faire piquer. S'il n'est pas un remède miracle, s'il ne peut pas empêcher de contracter le paludisme, s'il faut continuer les autres mesures, pourquoi? Est-ce que c'est juste pour le plaisir d'être un pays test? Non, mais c'est ça le paradoxe souvent. C'est-à-dire que quand on vous dit vous avez le vaccin, mais ça ne vous met pas à l'abri de toute éventualité. Donc, je pense que la question fondamentale, elle est à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est en face de ces genres d'actualité, moi, je me dis que c'est nos pays africains, souvent. Parce que là, c'est un projet. Et je pense que le Bénin est le 4e pays de la sous-région à réceptionner ces vaccins-là. La Sierra Leone, le Cameroun, le Burkina Faso en ont déjà réceptionné. Et donc, quand c'est comme ça, je pense que c'est des Africains qui ont décidé volontairement de faire des sous à des firmes pharmaceutiques, en fait, à des sociétés qui fabriquent ce genre de vaccins. Parce que
Les vaccins, après tout, on l'a toujours dit, quand vous les jetez dans le cœur des hommes, ça provoque en fait des effets secondaires. Et donc c'est pour ça que souvent on demande que beaucoup d'expériences soient faites, qu'il y a beaucoup de phases d'expérimentation qui soient faites. Mais là, surtout qu'on parle des enfants ici. Voilà, surtout qu'on parle des enfants. Et là, le vaccin a été réceptionné et aucune de ces phases-là n'a été respectée. Et nulle part, quand j'ai fait le tour des sites, j'ai fait le tour en fait, des journaux qui ont publié l'information, je n'ai pas trouvé nulle part où on a vu que voilà, il y a des phases expérimentales qui ont été faites et que le vaccin a été, en fait, que le vaccin est sans danger. Et donc aujourd'hui, peut-être les enfants vont servir de cobayes. Et je le dis parce qu'on l'a eu à vivre ici pendant la crise à Covid-19 avec les vaccins un peu partout, les comment vous les appelez, Johnson Pfizer, Moderna et tout. On a vu que les gens étaient allés se vacciner et après ils sont revenus à la maison avec des malaises pas possibles. Donc aujourd'hui, on est encore dans cette situation-là. Un vaccin contre le paludisme, au même moment, on nous dit que on vous injecte le vaccin et vous n'êtes pas à l'abri. Et donc, on pense que c'est un bon projet pour l'Africain. Bon, moi, je ne saurais peut-être ici contester, en fait, un plan ou bien une politique sanitaire de l'État béninois. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on fasse des expériences qui nous garantissent réellement que ces vaccins-là sont sans danger, surtout qu'aujourd'hui, on parle des enfants qui ont un organisme très fragile, dont l'immunité n'est plus à démontrer. Louis Kamako l'a rappelé, hein, on a encore en souvenir tout ce qui a été fait dans le cadre du coronavirus, des vaccins réceptionnés. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais tous les problèmes de santé qui s'en sont suivis. Et aujourd'hui, on lit encore les réactions, il y a des procès contre ces firmes pharmaceutiques. Est-ce que on a la garantie aujourd'hui, parce que les autorités disent, moi je lis par exemple le ministre de la Santé béninois qui dit la vaccination reste l'une des stratégies les plus sûres et les plus efficaces. Il le dit sans nous dire si le vaccin envoyé lui-même a été testé avec toute la rigueur scientifique nécessaire et s'il est sans danger. C'est un saut dans l'inconnu. Oh, bon, vous l'avez dit, hein, c'est un saut dans l'inconnu. On a vu combien de fois les vaccins de Covid, les Pfizer, les Johnson Johnson et Moderna et puis ceux de la Chine et tout. On a vu toute la publicité faite autour et qui après aujourd'hui sont confrontés à des procès ici et là, révèlent que voilà, c'est des trucs qui n'ont pas été testés suffisamment, qui ne sont pas efficaces et où les données n'étaient pas bien vérifiées et tout. D'autres sont même condamnés à payer des sous et tout. Et n'oublions pas les effets secondaires qui aujourd'hui ont causé beaucoup de tort à beaucoup de personnes. D'autres ont pris ces vaccins et ils sont devenus aujourd'hui paralytiques. D'autres sont même morts sur le coup. Bon, peut-être qu'on n'a pas communiqué dessus, mais ces vaccins n'ont pas fait que de bonheur aux gens. Hein. Ça a détruit la vie de certaines personnes et tout. On ne sait pas aujourd'hui, alors, les recherches scientifiques, les expériences qui ont été faites autour de ce vaccin avant de commencer par l'inoculer aux enfants. Alors, wait and see pour voir les réactions de ces vaccins inoculés aux enfants pour voir si leur efficacité ou pas. Toujours est-il que il faut prier pour que voilà, nous n'ayons pas trop d'effets secondaire néfaste vis-à-vis de ces enfants-là. Il y a Lise Hélène Adaï, qui est du ministère de la Santé au niveau du Bénin, qui dit « Je recommande d'accepter ce vaccin. Je ne peux pas croire que ce soit un mauvais vaccin. » Ces vœux pieux là, est-ce que c'est juste sur ça que parce qu'elle ne peut pas croire, on doit aimer? Il faut juste prendre ces personnalités au mot, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. S'ils le disent, c'est parce que quelque part, ils savent qu'il y a un danger. Parce que ces vaccins, malheureusement que nous sommes sur une chaîne de télévision, nous sommes un plateau, on ne peut pas se mettre à tenir certains propos. Parce que nous, on sait à peu près ce qui se cache derrière ces vaccins. Pourquoi c'est seulement en Afrique
que ces vaccins-là sont convoyés. Bon, ils vous diront que c'est ici qu'on a le paludisme et tout. En Europe, je crois qu'on a l'anémie, hein, ou bien c'est comme parce que comment ça s'appelle? La maladie m'échappe en fait. La grippe saisonnière ou pas de quelle maladie? Le malaria. Malaria, voilà. Malaria en fait. C'est presque les mêmes symptômes que le palu. Et pourquoi est-ce que on ne tente pas ça ailleurs? Parce que je le dis, il y a un plan, il y a dit que... et puis vous faites bien de le rappeler parce que l'Europe, à un moment donné, on nous a dit que l'Europe a éradiqué le paludisme, mais à aucun moment on a utilisé de vaccin. Voilà. Il a fallu faire juste de la propreté, débarrasser les herbes, les eaux stagnantes et tout, pour éviter que les moustiques ne se retrouvent. En fait, oui, l'environnement. Pourquoi chez nous, on met l'accent sur l'hygiène de vie, l'hygiène corporelle à un moment donné. Et maintenant, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas nous demander d'aller vers là? Et pourquoi est-ce qu'il faut forcément des vaccins? C'est pour ça que je dis que derrière ces vaccins, derrière ce projet, il y a toujours une arrière-pensée que les gens ne nous diront pas. Et que moi non plus, je ne suis pas à même de vous dire sur une chaîne de télévision. D'accord. Donc, il revient peut-être à nos autorités d'être éveillées. Je pense qu'elles le savent. Ces autorités, elles savent que, bon, c'est des choses en réalité qui ne sont pas aussi clean que ça. Surtout qu'eux-mêmes, ils se mettent déjà dans la posture d'un défenseur de ce vaccin-là. Ça veut dire que cela cache quelque chose. Je pense qu'il serait intéressant qu'ils laissent eux-mêmes leurs enfants être les premiers. Et puis, ils ne le feront pas. Je me souviens quand on était à l'école où il y avait le pistolet qui venait nous vacciner, on ne voyait pas souvent les instituteurs se faire vacciner. Voilà. Soit les élèves seulement. Et on a vu au moment de la Covid, avec ces vaccins-là, les dirigeants ont demandé au peuple de se faire vacciner et jamais une non, quelques-unes ont fait le truc devant nous. Encore que. Pour savoir si c'était le vaccin. On va aller au dernier sujet, c'est le Togo. On parle donc de la visite du chef de la diplomatie chinoise, le Wang Yi, qui était donc en visite au Togo les 16 et 17 janvier. Au cours de son séjour, il a eu plusieurs entretiens, notamment avec le chef de la diplomatie togolaise, avec Madame le Premier ministre et avec le président de la République. Alors, selon le communiqué donc de la présidence togolaise, les deux parties ont souligné la volonté pour les deux pays de renforcer leur coopération, qui a pour socle les valeurs et idéaux de paix, la solidarité, de respect, etc. et tout. Les deux parties se sont également engagées à consolider et renforcer leur coopération dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, transformation agricole, sécurité alimentaire, industrialisation, technologie, intelligence artificielle, infrastructure, sécurité, bref. Je ne peux pas lire tout le communiqué, ça fait 2 pages, mais quand on regarde Louis Kamakode, ces gens de communiqué, bon, c'est de la politique, on sait qu'il faut aller chercher ailleurs les véritables raisons d'une telle visite. Oui, mais n'allez pas loin parce que la Chine est présente au Togo depuis un bon moment. Vous voyez que des Togolais ont d'abord commencé par apprendre la langue chinoise avec l'Institut Confucius qui est à l'université de Lomé. Et donc des Togolais vont en Chine pour étudier et vice-versa. Donc il y a ce partenariat entre les deux États. Et donc, depuis un bon moment, la Chine est présente dans la vie socio-économique du Togo. Et donc, je pense qu'on est dans la poursuite, en fait, d'un partenariat qu'on veut essayer de renforcer. Donc, quand vous voyez ce qui se passe, je pense que la Chine est l'un des principaux partenaires économiques du Togo. Parce que de janvier à juillet 2023, les échanges commerciaux entre les deux nations ont atteint 2,3 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 14% par rapport à la période de l'année précédente. Donc ça veut dire que depuis un bon moment, les choses se font comme cela se doit et ça profite en fait à chacune des deux nations. Et donc aujourd'hui, le Togo est toujours dans la logique d'un partenariat diversifié. Et le président de la République l'a martelé ou bien l'a réitéré lors de l'interview qui a accordé justement à Niveau TV le 27 avril 2023, je crois. Il disait que le Togo c'est une destination sûre. On n'a pas de choix on ne fait pas de tri en fait dans le choix des partenariats. Quand un pays se présente et on voit qu'il a quelque chose à nous donner et qu'en retour on peut lui donner également quelque chose, on prend. Donc je pense que c'est aujourd'hui on est là. C'est pour ça que on est
dans la posture d'un État qui est peut-être en train d'écumer les diplomaties, d'écumer toutes les diplomaties possibles avec le professeur Robert Doucet qui est à la manette, qui est tout le temps. Et donc, je pense qu'on est dans cette logique-là. Et donc, comme je le disais, entre la Chine et le Togo, c'est une amitié de longue date. On est dans la logique du renforcement ou bien du renfermissement de cette amitié-là. C'est une visite, vous pensez, qui a eu essentiellement pour objet l'économie, renforcement du partenariat économique et autres? Bon, au-delà de ça, cette visite coïncide avec cette affaire de Chine et Taïwan. Ouais, je l'ai noté ici et ça c'est ma question suivante. J'attendais d'avoir les réactions avant de passer à la question. Au moment où il y a le torchon brûle entre Taïwan et la Chine, et surtout que le nouveau dirigeant de Taïwan est pro-Occident. Oui. Et donc, je pense que ensuite, le Togo a fait son choix. Son choix, c'est la Chine. Le Togo Parce que justement, dans le communiqué de la présidence, on dit que le Togo a pour sa part réaffirmé son soutien au principe d'une Chine unique et à l'approche pacifique adoptée par la Chine pour la réunification totale de son territoire. Ça veut dire que du côté de Lomé, on pense que Taïwan est la Chine. Aujourd'hui, je pense que le Togo est le porte-étendard des pays africains ouverts au monde entier dont la diplomatie est dynamique. Et donc la position du Togo, elle est claire, elle suit la ligne directrice déjà tracée par le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères, c'est d'être libre et toujours être ouvert et soutenir la souveraineté de tous les pays. Quand nous voyons la position du Togo face au Burkina Faso, au Niger et au Mali, et je pense que le Togo, sa ligne directrice, c'est d'être ouvert et respectueux envers la souveraineté de tout État. Alors, je pense que c'est l'une des raisons peut-être qui a poussé le ministre des Affaires étrangères de la Chine à passer par le Togo, qui aujourd'hui, au firmament de la diplomatie africaine, on parle beaucoup du Togo dans ces derniers temps, vu sa position claire envers les pays sahéliens, et qui fait de lui aussi un médiateur sur le continent africain. Et donc, je pense qu'il est venu prendre l'image du Togo pour alors en faire une image de l'Afrique. Ensuite, quand nous voyons le poids économique de la Chine, qui alors opère dans beaucoup de pays africains, je ne pense pas que beaucoup de pays africains puissent soutenir Taïwan aux dépens de la Chine. Non, je ne pense pas. À peine 13 États soutiennent aujourd'hui Taïwan dans le monde. Dans le monde. Donc moi je pense que c'est pour venir aussi prendre la position du Togo, ne serait-ce que pour étoffer tout alors les pays qui le soutiennent contre l'Occident, qui veut que voilà Taïwan soit indépendant, parce que voilà, ils ont peut-être leurs intérêts. Vous savez, la Russie et la Chine constituent deux pays que les Occidentaux veulent à tout prix éteindre, faire du mal. La guerre en Ukraine en dit long. Et puis à chaque fois que la Chine sent son autorité menacée en Taïwan, vous voyez toute l'armada qu'elle déploie dans les eaux de Taïwan. Et donc, moi je dis, c'est l'une des raisons qui a poussé le ministre à passer par le Togo. Justement, Louis Kamako, la question de Taïwan n'a pas été éludée. On a l'impression que c'était finalement, parce que c'est un ministre de la diplomatie, quand un chef de la diplomatie se déplace, on comprend que donc c'est des questions internationales qui intéressent, économie et tout, oui, ça reste des questions intérieures et tout, mais Taïwan était très présente dans les discussions, certainement. Oui, Taïwan était présent, mais sauf que c'est pas élucidé. On n'a pas mis le focus sur ça parce qu'on ne veut pas créer d'incidents diplomatiques. Et je le disais tout à l'heure que le Togo ne fait pas un tri en termes de partenariat. Donc peut-être qu'on trouve que du jour au lendemain, Taïwan peut avoir des projets à partager avec le Togo. Donc il ne faut pas essayer de créer des antécédents. Et donc on est dans cette logique-là. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est en fait tout est fait à dessein pour que polir l'image du pays à l'étranger.
le Togo se positionne aujourd'hui comme un État pacifique, un État qui fait blocus en fait à tout ce qui a trait à la violence, à tout ce qui a trait à la violation des droits de l'homme. C'est pour ça, vous verrez que le pays soutient indéniablement, ou bien le pays accorde un soutien indéfectible en fait aux militaires qui sont au pouvoir. Je veux parler du Niger, du Mali et du Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est une politique panafricaine, mais qui au même moment veut faire croire ou bien veut clouer le bec en fait aux détracteurs du régime actuel, parce que je veux pas être trop vulgaire, mais quand vous voyez sur le plan local, ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire que on essaie de faire de faire croire à l'étranger que nous sommes là et que nous soutenons les causes nobles en fait. Donc comme ça, dès que les Togolais vont toujours continuer par manifester, dès qu'ils vont toujours continuer par dénoncer le pouvoir de Faure Gnassingbé, ils ne seront pas accrédités, ils ne seront pas pris au sérieux. Ils ne seront pas pris au sérieux, juste parce que déjà à l'extérieur, on présente une belle image, on donne l'image d'un État qui veut la paix, on donne l'image d'un État qui acquiert ou bien qui prend fait et cause pour la souveraineté nationale. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, on est dans la posture d'un État humaniste et humanitaire. On défend les causes nobles, on défend ce que défend une frange de la population pour faire croire qu'en réalité, nous ne sommes pas des mauvaises personnes, comme pour dire que nous ne sommes pas en fait des gens qui soutiennent l'injustice. Voilà quoi. D'accord, messieurs, je pense qu'on va arrêter là. Kosigan Akwete, merci d'être passé dans cette émission. Merci Sam, merci à tous les téléspectateurs et bon week-end à vous. Est-ce que vous avez un œil sur la Coupe d'Afrique des Nations? Pas vraiment parce que, je n'ai pas encore suivi. Oui. Pour des raisons qui sont propres à moi, mais que le meilleur gagne. Hein. Louis Kamako. Et qu'à la prochaine CAN, il y a le Togo. Il y a le Togo. Enfin, il y a le Togo et que voilà, qu'on permette une fois à toutes les gloires du football togolais d'être autour de l'équipe nationale, parce qu'on dit souvent en Afrique que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Louis Kamako. Privée. Quand vous voyez toutes les sélections nationales, hein, les anciennes sont toujours avec eux. Au Togo, le Togo n'est pas quand même une particularité, non. Mais ça j'ai entendu. Louis Kamako. Non, mais d'abord, merci d'avoir conduit le débat à bord, parce que j'ai l'impression, je suis tenté de dire que cette émission a été trop poussive, parce que je le dis, parce que toi-même tu sais les conditions dans lesquelles tu m'as pêché. J'ai été appelé à l'improviste, peut-être pour sauver une situation. Maintenant, peut-être qu'il y a eu des ratés, que les gens ne comprennent pas. Il n'y en a pas eu. Maintenant, sur la CAN, je pense que c'est la CAN de toutes les surprises. Hein. On en parlait tout à l'heure en antenne. On a vu qu'il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Moi, mon regret, c'est que c'est une CAN qui se joue avec 4 équipes et que l'équipe nationale togolaise des éperviers ont brillé par leur absence. Donc, je pense que à l'antenne, on doit travailler sérieusement pour qu'à l'avenir, on puisse aller à ces genres de messes continentales. D'accord. Merci Louis Kamako également d'être passé dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain. Portez-vous bien.